真后悔，真让人民真火，今天真你了。为建设富强、民主、文明、和谐、美丽的社会主义现代化强国努力奋斗。Aucune étape de réforme et d'ouverture n'est facile. Et le navire de la République ne navigue jamais sur une mer calme. En 1988, l'économie chinoise connaît l'inflation et des problèmes de construction répétés et de surchauffe de l'économie sont signalés. Les Chinois se lancent dans une consommation effrénée. En seulement 3 mois, la croissance de l'épargne des ménages a perdu 30 milliards de yuan par rapport aux prévisions. Les prix de 95% des marchandises grimpent. L'augmentation des prix n'est que l'une des nombreuses difficultés auxquelles la Chine est confrontée sur la voie de la réforme. Les contradictions découlant du processus de démantèlement de l'ancien système s'accumulent progressivement et touchent divers domaines tels que l'économie et la société. Au cours de cette période, la situation internationale a également connu de profonds changements. Vers la fin des années 80 et au début des années 90, les pays occidentaux sont intervenus dans les affaires intérieures de la Chine et ont imposé de soi-disant sanctions à la Chine, alors que la Chine socialiste se heurtait à de graves problèmes en raison des brusques changements de situation en Europe orientale et de la désintégration de l'Union soviétique. Face à la situation complexe et difficile à l'intérieur et à l'étranger, le Parti communiste chinois dirige le peuple, stabilise le navire et continue de suivre le cap du socialisme à la chinoise au milieu de la tempête. Le 1er janvier 1989, dans le message du Nouvel An du quotidien du peuple, il y avait ce passage. Nous avons rencontré de graves problèmes sans précédent, le plus important étant l'inflation évidente de l'économie. La hausse des prix est trop importante. L'inaction et la corruption dans les organes du parti, du gouvernement et de la société sont saisissantes d'horreur. Des forces hostiles à l'intérieur et à l'étranger tentent de provoquer des troubles en utilisant le mécontentement des gens face à la hausse des prix et à la corruption pour nier fondamentalement la direction du Parti communiste chinois et le système socialiste. Pendant longtemps, certains pays occidentaux ont poursuivi une stratégie d'évolution pacifique envers les pays socialistes. À cette époque, des pays socialistes d'Europe de l'Est commencent à connaître des troubles. Alors que les forces occidentales hostiles en profitent pour renforcer leur infiltration, le courant d'idées en faveur de la libéralisation bourgeoise commence à se faire jour en Chine. L'influence du climat international et du microclimat intérieur a fini par devenir un bouleversement politique au tournant du printemps et de l'été en 1989. À ce moment crucial en termes de vie et de mort du parti et de l'État, le parti et le gouvernement comptent sur le peuple pour mettre fin au bouleversement de manière résolue et calmer les troubles politiques. Après un tel bouleversement politique, la réforme et l'ouverture de la Chine changeront-elles? Beaucoup sont très préoccupés, en Chine comme à l'étranger. Deng Xiaoping a donné une réponse ferme et claire. Que ferons-nous à l'avenir?
j'ai dit que les lignes fondamentales, les principes et les politiques que nous avions initialement élaborés sont toujours en vigueur et que nous continuerions à travailler sans relâche. Ce discours, à ce moment crucial, a renforcé la confiance et la détermination de la population de tout le pays à promouvoir davantage la réforme et l'ouverture, ainsi que la modernisation socialiste. En juin 1989 a lieu le 4e plénum du 13e comité central du PCC. La session plénière a souligné la nécessité de continuer à appliquer résolument les lignes, les principes et les politiques depuis le 3e plénum du 11e comité central du PCC et de continuer à appliquer résolument la ligne fondamentale consistant à centrer ses efforts sur le développement économique, maintenir les 4 principes fondamentaux, la réforme et l'ouverture définis lors du 13e congrès du PCC. La session plénière a procédé à des ajustements de personnel à la direction centrale. La nouvelle équipe dirigeante centrale, unie autour du camarade Jiang Zemin, a été chargée de stabiliser le navire chinois en pleine crise et de défendre et de développer le socialisme à la chinoise faisant face à des épreuves périlleuses. Face à des situations complexes, le comité central du parti poursuit les traditions et le style de la révolution et de la construction chinoise, renforce ses liens avec la population et la construction du parti, intensifie ses efforts de lutte contre la corruption et concentre ses efforts sur les études et le traitement d'un grand nombre d'affaires de corruption graves afin de stopper la tendance malsaine. Le style de travail du parti et son image se sont ainsi améliorés. Dans le même temps, la rectification de la gouvernance de l'économie nationale est remise à l'ordre du jour. L'inflation qui inquiète le peuple est efficacement contrôlée et le chaos dans le domaine de la circulation commence à être corrigé. En 1989, le pays commence à mettre en œuvre le projet de panier de la ménagère, afin de créer une base de production centrale et locale pour la viande, les œufs, le lait, les produits aquatiques et les légumes. Le panier à légumes des citoyens ordinaires devient l'une des priorités des gouvernements à tous les niveaux. L'État augmente les investissements agricoles, ajuste la structure de la plantation et mobilise l'enthousiasme des agriculteurs pour la production, ce qui inverse la tendance à la stagnation. En 1989, la production céréalière de la Chine atteint son plus haut niveau depuis la fondation de la Chine nouvelle. Dans le même temps, la réforme et l'ouverture de la Chine accélèrent le pas. La mise en valeur et l'ouverture de Pudong constituent une disposition majeure pour approfondir la réforme et élargir l'ouverture. Cette vidéo montre le secrétaire du comité du PCC pour la municipalité de Shanghai de l'époque, Zhu Zhongzi, qui fait à Deng Xiaoping le compte-rendu du travail relatif à la mise en valeur de Pudong lors de la fête du printemps de 1990. Le 18 avril 1990, la mise en valeur et l'ouverture de Pudong sont officiellement lancées. Le projet de Pudong est intégré dans la stratégie majeure du pays. Le développement de Pudong ouvre une nouvelle page. 5 ans après la mise en valeur et l'ouverture de Pudong, le PIB de Shanghai grimpe de 78,166 milliards de yuan en 1990 à 249,943 milliards de yuan en 1995. Le 26 novembre 1990, la bourse de Shanghai, approuvée par le Conseil des affaires d'État et par la Banque populaire de Chine, est inaugurée. Le 19 décembre 1990, la bourse de Shanghai ouvre officiellement ses portes. Par la suite, le 3 juillet 1991, la bourse de Shenzhen ouvre ses portes. Le fonctionnement des deux bourses a permis de centraliser les transactions de valeur. La création de deux marchés nationaux de valeur a fortement favorisé le développement du système d'actionnariat.
Tout en stabilisant la situation intérieure, le gouvernement chinois réagit activement aux pressions extérieures et aux sanctions des pays occidentaux. Le 5 juin 1989, le président américain George Bush annonce 5 sanctions à l'encontre de la Chine, le Congrès américain ayant adopté une vingtaine de motions d'ingérence dans les affaires intérieures de la Chine. En juillet, les dirigeants des 7 pays occidentaux, dont les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne, tiennent une réunion à Paris où ils décident de prendre des sanctions contre la Chine. Les sanctions occidentales contre la Chine atteignent un point culminant à ce moment-là. Les pays occidentaux imposent des soi-disant sanctions à la Chine sous prétexte de questions liées aux droits de l'homme et s'ingèrent de manière flagrante dans les affaires intérieures de la Chine. Les relations entre la Chine et les pays occidentaux se détériorent gravement, empêchant ainsi la Chine de s'ouvrir. Face à la pression des pays occidentaux, la position de la Chine est très ferme. Deng Xiaoping déclare « Parmi tous les pays du monde, celui qui craint le moins l'isolement, le blocus et les sanctions, c'est la Chine. Car le développement pendant les 4 premières décennies depuis la fondation de la République populaire de Chine s'est réalisé sous les sanctions internationales. » Il ajoute avec humour « Nous n'avons pas d'autre compétence que celle de faire face aux sanctions. Cette petite tempête ne peut pas nous abattre. » Le 29 septembre 1989, lors de la célébration du 40e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine, Jiang Zemin, secrétaire général du comité central du PCC, déclare fermement « Il est mal avisé et impossible de tenter d'exclure et d'isoler la Chine. Aucune sanction économique ne peut ébranler notre détermination à revitaliser la Chine et à suivre la voie socialiste, ainsi que notre foi en des relations amicales avec les peuples du monde. » 在庆祝中华人民共和国成立40周年的时候，我们回顾过去，展望未来，立足中国放眼世界，对社会主义事业充满信心，对人类的共产主义前途充满信心。 Selon les dispositions du comité central du parti, la diplomatie chinoise repose sur des principes raisonnables, avantageux et mesurés. On ose et on sait combattre. On défend la souveraineté et la dignité nationale et on cherche activement à briser les sanctions pour créer un environnement externe favorable afin de continuer à promouvoir la réforme et l'ouverture ainsi que la modernisation socialiste. Le gouvernement chinois lance une série d'activités diplomatiques pour promouvoir les relations d'amitié et de coopération avec les nombreux pays en voie de développement. La Chine établit des relations diplomatiques avec de nombreux pays, dont la République de Corée, Singapour, l'Arabie Saoudite, Brunei, Israël, et rétablit ses relations diplomatiques avec l'Indonésie. En avril 90, les États-Unis, qui ont pris l'initiative de sanctionner la Chine, approuvent l'application du contrat de lancement d'un satellite commercial fabriqué par l'entreprise américaine Hughes, signé avec la Chine. C'est la première fois que la Chine lance un satellite commercial pour un pays étranger. Le 22 septembre 1990, les 11e Jeux asiatiques s'ouvrent à Beijing. La flamme des Jeux asiatiques est allumée sur la montagne tibétaine Nyenchentangla à une altitude supérieure à 5000 mètres, puis parcourt tout le pays, éveillant la passion des centaines de millions de Chinois. Après avoir traversé le pays, la flamme est arrivée à Beijing. Il s'agit du plus grand événement sportif international organisé depuis la fondation de la Chine nouvelle. 37 pays et régions y participent. Ce nombre est un nouveau record pour les Jeux asiatiques.
le Comité international olympique et le Conseil olympique d'Asie, ainsi que des dirigeants de nombreux pays, assistent à la cérémonie d'ouverture. La Chine remporte au total 183 médailles d'or, se classant première au palmarès. Grâce au succès de l'organisation des Jeux asiatiques, le monde redécouvre une Chine ouverte, civilisée, amicale et confiante. Les sanctions occidentales commencent à être progressivement levées. Des pays occidentaux constatent que les sanctions à l'encontre de la Chine ne l'ont pas fait flancher. En revanche, ils ont perdu d'énormes opportunités commerciales. Alors ils commencent à annuler les soi-disant sanctions contre la Chine. À la fin de 1991, les relations entre la Chine et la plupart des pays occidentaux reviennent à la normale. En 1992, la Chine a établi des relations diplomatiques avec 154 pays et développé des échanges commerciaux, scientifiques, technologiques et culturels avec plus de 200 pays et régions. En novembre 1993, la première réunion informelle des dirigeants de l'APEC se tient à Seattle, aux États-Unis. Sur invitation du président américain Bill Clinton, le président chinois Jiang Zemin se rend à la réunion. En marge du sommet, les deux chefs d'État tiennent une rencontre officielle, ce qui marque l'échec complet des sanctions imposées à la Chine par les pays développés occidentaux sous la conduite des États-Unis. Après des efforts pendant plus de 3 ans, la diplomatie chinoise remporte une victoire totale. Alors que la Chine a brisé le blocus et les sanctions imposées par des pays occidentaux, un autre changement majeur intervient dans la situation internationale. Le 25 décembre 1991, à 19 h, le président soviétique Mikhaïl Gorbatchev adresse un message de télévision à sa population annonçant qu'il cessera d'exercer sa présidence. Par la suite, sous les yeux des téléspectateurs du monde entier, le drapeau de l'Union soviétique est abaissé. Le premier pays socialiste au monde, la superpuissance, l'Union soviétique, se désintègre. Devant la désintégration de l'URSS et les brusques changements de situation en Europe de l'Est, les politiciens occidentaux se frottent les mains. Ils croient que c'en est fini du socialisme. Les pays développés occidentaux intensifient donc leurs efforts pour presser la Chine dans l'espoir d'une mutation. L'environnement extérieur de la Chine devient plus complexe. En 1992, la réforme et l'ouverture atteignent un nouveau point de départ. D'une part, le processus de mondialisation économique s'accélère et les industries de haute technologie se développent rapidement, ce qui offre à la Chine la possibilité de participer à la concurrence et à la coopération à l'échelle mondiale. Mais d'autre part, elle doit encore résoudre ses problèmes de fond dans le fonctionnement de l'économie. En même temps, la pratique du socialisme dans le monde connaît des difficultés et les forces hostiles en Occident prêchent la grande défaite du communisme, ce qui influence inévitablement la situation intérieure de la Chine. Pendant un temps, certaines personnes qui manquent de confiance dans l'avenir du socialisme remettent en question et contestent la réforme et l'ouverture. Que nous puissions ou non maintenir inébranlablement la ligne fondamentale du parti, saisir les opportunités, accélérer le développement et continuer à faire avancer la réforme et l'ouverture, ainsi que la modernisation socialiste, devient un enjeu majeur pour le développement de la Chine dans les années 90. C'est au moment crucial de la réforme et de l'ouverture que Deng Xiaoping, avec son courage et sa sagesse politique unique, indique de nouveau à la Chine sa voie. Du 18 janvier au 21 février 1992, il inspecte successivement Wuchang, Shenzhen, Zhuhai et Shanghai. Pendant ce temps, il publie une série de discours importants. Ne paniquez pas,
ne pensez pas que le marxisme a disparu, qu'il est inutile, qu'il a échoué. Comment cela se peut-il? 中国的时候，只要不搞社会主义，不搞改革开放发展经济，跟不得改善人生活，这个我任何一条路都是死路，都要死。技术发展嘛，要是人民生活技术要好，他才会相信你，才会拥护你。 Il souligne clairement que la différence essentielle entre le socialisme et le capitalisme ne réside pas dans la planification ou le marché. Il y a de la planification dans un système capitaliste et le marché joue également un rôle dans un pays socialiste. La planification et le marché sont tous deux des outils économiques. À l'âge de 88 ans, Deng Xiaoping travaille sans se ménager, donne des discours tout au long de son voyage. Les discours de Deng Xiaoping résument d'une manière scientifique les pratiques et les expériences essentielles depuis la réforme et l'ouverture, répondant clairement à de nombreux problèmes cognitifs majeurs qui ont longtemps tourmenté et restreint les pensées des gens. C'est une nouvelle déclaration préconisant la libération de la pensée et le souci d'objectivité qui pousse la réforme et l'ouverture ainsi que la modernisation vers une nouvelle étape. La Chine est entrée dans la voie rapide de l'histoire. Le 28 février 1992, le comité central du PCC transmet à l'ensemble du parti les discours importants que Deng Xiaoping a prononcés lors de son inspection dans le Sud sous la forme du document numéro 2 de 1992. Le vent de l'Est apporte l'haleine du printemps. Les discours dans le Sud, ressemblant à un vent de l'Est, dissipent le brouillard de la pensée, et la réforme et l'ouverture de la Chine accueillent un printemps radieux. En juin de cette année, 10 villes centrales situées le long du Yangtze sont ouvertes à l'extérieur. Par la suite, 17 autres capitales provinciales et certaines villes frontalières sont également ouvertes au monde extérieur. Ainsi se forme une architecture d'ouverture variée, étendue et à plusieurs niveaux, qui regroupe les zones côtières et frontalières. C'est en 1992 qu'a lieu une avancée majeure de la réforme et de l'ouverture de la Chine. Le matin du 9 juin 1992, Jiang Zemin prononce un discours devant un séminaire à l'intention des cadres au niveau provincial et ministériel à l'école du parti du comité central du PCC. Selon lui, dans les discussions sur l'établissement d'un nouveau système économique sont proposés les termes suivants. L'établissement d'une économie marchande socialiste combinant la planification et le marché, ou l'établissement d'une économie de marché planifiée socialiste, ou économie de marché socialiste. Jiang Zemin déclara « Moi, personnellement, je penche pour le terme économie de marché socialiste ». En octobre 1992, le Parti communiste chinois inaugure son 14e congrès. La réunion souligne la nécessité de saisir les opportunités et d'accélérer le développement et établit solennellement la théorie de Deng Xiaoping sur la construction du socialisme à la chinoise comme ligne directrice fondamentale pour le travail de tout le parti. Lors de ce congrès, l'objectif de la réforme du système économique chinois est totalement confirmé. 我国经济体制改革确定什么样的目标模式，是关系整个社会主义现代化建设全局的一个重大问题。这个问题的核心是正确的认识和处理计划
与市场的关系。实践的发展和认识的深化，要求我们明确提出，我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制，以利于进一步的解放和发展生产力。Combiner le régime fondamental socialiste avec l'économie de marché constitue une initiative inédite du Parti communiste chinois. L'économie de marché socialiste, ce terme tout nouveau qui n'a jamais existé dans l'histoire humaine, reflète une dizaine d'années d'exploration difficile et la persistance de la Chine, condense la sagesse particulière des communistes chinois et incarne la logique historique de la réforme et de l'ouverture de la Chine. Mais certains émettent des doutes sur la possibilité de combiner le régime fondamental socialiste et l'économie de marché. En décembre 1994, lors de sa tournée d'inspection à Tianjin, Jiang Zemin souligne « Nous sommes engagés dans une économie de marché socialiste. Le mot socialiste ne doit pas être oublié. Ce n'est pas superflu. Ce n'est pas la cinquième roue d'un carrosse, mais bien au contraire, c'est la touche heureuse pour animer toute l'œuvre. Cette touche est de souligner la nature de notre économie de marché. » La transition d'une économie planifiée vers une économie de marché socialiste a permis une nouvelle avancée historique en matière de réforme et d'ouverture et une nouvelle physionomie de la cause de la modernisation socialiste. Le renforcement du rôle du mécanisme de marché a considérablement renforcé la vitalité de l'économie. Depuis lors, les exportations chinoises affichent une croissance rapide et le Made in China commence à s'orienter vers le monde, tandis que de nombreuses grandes multinationales deviennent progressivement les nouveaux protagonistes de l'investissement en Chine. À cette époque, la science et la technologie se développent rapidement dans le monde et la révolution de l'information arrive. Traversant les périodes les plus agitées, la Chine voit sa réforme sociale s'accélérer. Le pas de la réforme et de l'ouverture est plus déterminé encore en franchissant le seuil du XXIe siècle. Thank you.
手。